Madame, Monsieur, il ne reste que quelques jours avant le 31 décembre minuit pour tenter de réduire totalement le retard pris dans la campagne de dons pour 2025. Et c'est loin d'être gagné au moment où je m'adresse à vous. C'est maintenant que tout se joue pour TVL. Emporter l'adhésion de nos téléspectateurs, emporter votre adhésion ou se retrouver dans les prochains mois avec une mire annonçant l'arrêt des programmes de la chaîne, car tel est l'enjeu. Notre modèle économique, le don, est le garant de notre totale indépendance. Il est difficile et exigeant puisque sans l'aide financière des téléspectateurs, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Et il est souvent véhément parce qu'il est vital. Mais notre certitude, notre conviction est que tout cela ne peut pas s'arrêter. Ce serait 11 années de combat pour rien. Alors, aidez TVL. Mobilisez-vous, mobilisez vos proches. Aidez TVL parce que notre mission de service public se résume en une seule phrase, la liberté à tout prix. Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 22 décembre, dernier dimanche de l'Avent. 3 séquences, tout d'abord une rencontre avec monsieur l'abbé Delacoste, directeur du séminaire des Gaunes, prêtre de la Fraternité Saint-Pie-X, qui a publié un excellent petit livre, Sacerdoce et célibat. Ensuite, rencontre avec le professeur Marcelo Gullo de Homodeo, donc qui est professeur d'université en Argentine, à Buenos Aires, et qui viendra nous présenter cet ouvrage sous-titré « La légende noire espagnole et l'hégémonie anglo-saxonne », dont le titre complet est « Ceux qui devraient demander pardon ». Et puis enfin, à l'occasion du Salon des écrivains catholiques, qui a eu lieu le 7 décembre dernier, Nadine Cretin nous présentera l'histoire, l'historique, l'objectif et les activités de cette ancienne et prestigieuse association. Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour monsieur. Vous venez de publier aux éditions Iris, donc qui sont installées en Suisse, un petit livre, enfin un livre petit par la taille mais extrêmement intéressant, Sacerdoce et célibat. Alors pourquoi avoir écrit un tel livre sur un tel sujet ? J'ai écrit ce livre parce que je me suis aperçu en parlant avec plusieurs prêtres, que beaucoup de prêtres ne savaient pas pourquoi l'Église imposait le célibat. Ça peut paraître étonnant, et pourtant, des prêtres diocésains surtout, par exemple, récemment, il y en a un qui m'a dit « Mais moi, je trouve que le célibat devrait être optionnel. On propose aux séminaristes, est-ce que vous voulez un jour vous marier ou est-ce que vous voulez rester célibataire ?» Et ils ne comprenaient pas la grandeur, la beauté, la fécondité de cette discipline très ancienne. Et en plus, il y a 4 ans à peu près, il y a eu le fameux débat autour du synode sur l'Amazonie, avec la question se posait du célibat des prêtres. Et beaucoup ont pris la parole, des prêtres, des évêques, des cardinaux, le pape même, avec beaucoup d'arguments, les uns pour, les autres contre, des journalistes qui ont avancé plein d'arguments dans les deux sens. C'était pas toujours très pertinent. Ça partait dans tous les sens. Et on voit, c'est un peu triste, mais on voit que beaucoup de prêtres, beaucoup d'évêques, beaucoup de cardinaux ne comprennent pas la profondeur, la beauté, l'importance, la nécessité du célibat des prêtres. Et il y a beaucoup aujourd'hui d'évêques diocésains qui disent
Après tout, moi, je ne vois pas le problème. C'est pas parce qu'un prêtre est marié que ce sera un mauvais prêtre. Il peut avoir une femme et des enfants et s'occuper très bien de ses fidèles, de l'apostolat, dire la messe, donner les sacrements. Je vois vraiment pas le problème. Et alors imaginons un prêtre qui est dans ces dispositions, il obéit à la discipline de l'Église, bon, il garde le célibat, mais ça peut être compliqué, ça peut être dur, parfois il y a des moments de tentation. Et s'il ne sait pas pourquoi, s'il ne comprend pas le bien fondé, la beauté, l'importance, ça sera beaucoup plus dur pour lui. Alors, quelle méthode pédagogique avez-vous adoptée ? La méthode pédagogique, j'ai essayé de prendre ce qui pouvait être le plus simple, le plus naturel. J'ai recensé les objections qu'on entend aujourd'hui dans la rue ou dans les médias, les journalistes, même certains prêtres, les objections contre le célibat. En disant, après tout, il n'y a pas vraiment de raison, ça serait même beaucoup mieux que le prêtre soit marié, il serait plus équilibré, etc., etc. Et donc, chaque chapitre commence par l'objection, donc c'est l'argument en faveur de l'abolition de cette discipline, et puis ensuite, tout le chapitre est consacré à la réfutation de cette objection. Alors, je vous propose justement que l'on donne quelques exemples, donc que l'on traite quelle objection. La première que j'ai notée, le mariage des prêtres serait une solution au manque de vocation sacerdotale. Oui, alors ça, c'est ce qui vient à l'esprit de beaucoup de gens. On pense qu'il y aurait plus de séminaristes, beaucoup plus de prêtres. On pense que beaucoup de jeunes sont arrêtés dans l'entrée au séminaire à l'idée de devenir prêtre parce qu'ils se disent « non, moi j'ai envie de me marier ». En fait, c'est un peu simpliste. C'est pas si simple que ça. D'abord, la vocation, c'est quelque chose de surnaturel. C'est un appel de Dieu. C'est pas juste comme certains peuvent être appelés à être avocats, militaires, médecins, vocation purement humaine. Non, là, c'est quand même Dieu qui appelle. Donc, le moyen le plus efficace pour avoir plus de vocation, c'est notre Seigneur lui-même qui nous l'a donné dans l'Évangile. Il ne faut pas l'oublier, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers à sa moisson. Ensuite, les jeunes qui rentrent au séminaire, généralement, ils sont animés d'un très grand idéal. Ils ont 18, 20, 22 ans, et ce n'est pas en diminuant le niveau de l'idéal que ça va attirer plus de monde. Au contraire, si ça devient une vocation très ordinaire parmi les autres, on peut penser que ça attirera moins. Et puis, il y a une réalité très concrète de la vie d'aujourd'hui. Il y a des communautés aujourd'hui où les prêtres sont mariés. Est-ce qu'ils ont plus de vocation ? Eh bien non. Alors ça, il suffit de regarder les orthodoxes, par exemple. Donc les schismatiques, leurs ministres, leurs prêtres sont mariés, ou en tout cas peuvent l'être. Eh bien, ils ont un très gros problème de recrutement sacerdotal, de vocation. Les protestants, c'est pareil. Les pasteurs protestants, ils ont le droit d'être mariés. Beaucoup sont mariés. Ils ont aujourd'hui un réel problème de vocation. Il leur manque beaucoup de vocation. Donc, il ne faut pas être naïf. C'est un peu naïf de croire que tout d'un coup, ça y est, il y aura beaucoup plus de prêtres si on diminue cette exigence. Je pense que ça sera le contraire. Plus on baisse le niveau d'exigence, plus on diminue la qualité et moins on a de prêtres. Seconde objection, mais qui fait le lien avec ce que vous venez d'évoquer. En Orient, les prêtres catholiques sont mariés. Pourquoi ne pas étendre cette discipline à l'Église universelle ? Il faut revenir à l'histoire. En Orient, au tout début, les prêtres n'étaient pas mariés. Ou alors, s'ils étaient mariés, ils devaient pratiquer la continence avec leur épouse. C'est attesté par exemple par saint Épiphane, un évêque d'Orient, qui dit chez nous, les prêtres, les diacres, ils sont tenus à la continence perpétuelle. C'est Pion qui le rappelle bien. Donc c'est vraiment depuis le temps des apôtres que c'était comme ça. Et c'est en 691, au concile Intrulo numéro 2, que là, les orientaux, sans même consulter le Saint-Siège, de leur propre initiative, ont aboli cette discipline, en disant dorénavant, on pourra ordonner prêtres, des hommes mariés, et ils pourront rester avec leur épouse. Donc c'est vraiment une régression dans la discipline, mais ils étaient conscients qu'ils ne pouvaient pas aller trop loin. Et ils ont interdit quand même le mariage des prêtres après l'ordination. Donc on peut ordonner des hommes qui sont déjà mariés. Par contre, une fois qu'ils sont ordonnés prêtres, c'est fini. Et puis, il y avait une autre exigence, qui est toujours valable aujourd'hui, c'est que les prêtres orientaux doivent pratiquer la continence avec leur épouse les jours qui vont précéder la célébration du Saint-Sacrifice de la messe. Ce qui suppose qu'ils ne disent pas la messe tous les jours, et ce qui montre bien que dans la tradition, il y a une répugnance entre l'usage du mariage et la célébration de la messe. Et en plus, les évêques ne peuvent pas être choisis parmi ceux qui sont mariés.
Donc, on voit bien que cette discipline orientale, c'est une régression, et le Saint-Siège n'a pas jugé prudent de leur interdire, parce que ça a toujours été très compliqué entre l'Orient et l'Occident, et les papes se sont dit, ça va causer encore un schisme, ça va être compliqué. Donc, Rome a toléré. Mais ce n'est qu'une tolérance. C'est-à-dire que Rome n'a jamais regardé ça avec plaisir, et cette régression dans la discipline, Rome l'a toujours regretté. Et quand Rome a pu faire revenir certaines communautés orientales à la discipline latine, elle l'a fait. Comme par exemple avec les églises d'Éthiopie, ou les Syro-Malabars, ou les Syriaques. Eux ont arrêté cette discipline trop large de l'Orient. Donc c'est vraiment une régression, c'est vraiment une exception que l'Église tolère, mais ce n'est pas du tout l'idéal. Et en plus, les évêques, d'ailleurs, en Orient, disent que ça ne résout pas tous les problèmes et que ça en cause des nouveaux. Parce qu'un prêtre marié, en Orient, il a une femme, il a des enfants. Il peut avoir des problèmes conjugaux, des difficultés relationnelles avec son épouse, des problèmes avec ses enfants, des problèmes d'éducation, des problèmes financiers avec sa famille. Donc, ça cause beaucoup plus de problèmes que ça en résout. Et les fidèles eux-mêmes le sentent. Et les fidèles en Orient préfèrent les prêtres célibataires parce qu'ils sentent que ces prêtres célibataires sont totalement donnés à leur mission dans l'Église, à leur apostolat, à leur ministère. Alors que les prêtres mariés, forcément, ils doivent s'occuper de leur famille et ils ne sont pas totalement donnés à Dieu et aux âmes. Alors, dernière objection, dans l'ère du temps, en fonction de l'actualité, le célibat sacerdotal serait la cause principale des nombreux abus du clergé sur les mineurs. Oui, c'est ce que beaucoup de journalistes ont dit, et puis c'est un peu facile. En fait, là, il faut vraiment regarder les spécialistes et les chiffres, des choses objectives. Et les spécialistes, les psychologues, les psychiatres disent que il n'y a pas de lien de cause à effet. Même Jean-Marc Sauvé, le rapporteur de la commission là, qui a fait l'enquête, la SIAZ, il dit on ne peut pas établir de relation de cause à effet entre l'obligation du célibat et les abus sexuels. Pourquoi ? Parce que l'obligation du célibat, certes, est difficile, est exigeante, mais un prêtre qui le vit mal, qui ne supporte plus, il va plutôt aller voir une femme adulte. Et les agressions sur les mineurs, c'est pas juste je vis mal mon célibat, c'est une profonde perversion intérieure, ou bien une maladie psychique grave. Donc c'est pas du tout juste une façon de remédier à un célibat mal vécu. Et puis, il y a des faits très concrets, avec des chiffres que je donne dans le livre, c'est que la plupart des agressions sur les mineurs sont commises par des gens mariés. Ça, c'est un fait, il y a les chiffres, il y a les études qui ont été faites, qui ont été publiées. Donc c'est des gens qui, par exemple, les pères de famille, des oncles, des grands-pères. La plupart des cas, c'est intrafamiliaux. Donc des incestes, c'est quelque chose d'horrible et d'abominable. C'est pas des gens célibataires. Hein. Et en plus, il suffit de regarder dans les autres religions, parce que les médias se sont focalisés sur l'Église catholique, mais quand on regarde tous les abus qui ont lieu chez les protestants, chez les anglicans ou chez d'autres religions, il y a eu beaucoup de cas, et ces ministres, ils peuvent être mariés, et ils sont mariés pour la plupart, et ça ne les a pas empêchés d'agresser des mineurs. Hein. Donc il n'y a vraiment pas de rapport, il n'y a vraiment pas de lien de cause à effet. C'est les journalistes qui en exposant les faits, qui ont voulu faire des amalgames, mais les chiffres, les études scientifiques montrent qu'il n'y a aucun lien. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé, de la réponse à ces 3 questions. Donc, je renvoie nos téléspectateurs, à ce livre vraiment très clair, très synthétique. Donc, nous avons traité 3 objections et il y en a 20. Voilà, le célibat des prêtres, une pratique récente, une pratique contre nature, etc. Voilà, je renvoie nos téléspectateurs, je pense que ça fera du bien. Ça consolidera des convictions ou ça permettra d'en établir autour de cette question du célibat sacerdotal. Alors, le mieux, et pour se procurer ce petit livre, je pense, c'est de vous rendre, on mettra l'adresse, sur le site de votre éditeur. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Merci, monsieur. Bonjour, monsieur le professeur. Donc, vous venez de publier aux éditions de l'Artilleur un livre qui m'a passionné, Ce qui devrait demander pardon, la légende noire espagnole et l'hégémonie anglo-saxonne.
Alors, quels sont les 4 éléments constitutifs de ce que l'on appelle la légende noire à propos de l'Espagne des 15e et 16e siècles? Bon, en premier lieu, je vous remercie beaucoup. Et je veux dire que quand on parle pas langue, on oublie la langue. Et j'ai oublié tout mon français. J'ai étudié à Genève, mais maintenant ça fait 30 ans que je ne parle pas français. J'ai oublié presque tout. Je vous prie de m'excuser. Mais les éléments, en réalité, la légende noire, c'était la fausse histoire de l'Espagne racontée pour les ennemis du catholicisme. C'est ça les choses qu'on dit jamais. C'est la fausse histoire de l'Espagne racontée par les ennemis de l'Espagne et du catholicisme qui dit que l'Espagne il est allé à l'Amérique pour tuer, pour violer, non, et surtout non, pour mettre dans sa main l'or. Non. Mais si l'Espagne fut à l'Amérique pour tuer, pour voler, pourquoi l'Espagne a semé l'Amérique des hôpitaux? Pourquoi? Il faut se demander. Pourquoi l'Espagne s'y était seulement à l'Amérique pour voler et pour violer et l'assassiner? Pourquoi elle a semé d'écoles secondaires toute l'Amérique? Pourquoi elle a semé des hôpitaux, des universités? L'Espagne a créé en Amérique 32 universités. C'est ça les choses qu'on ne dit pas. C'est pas vrai qu'il y a eu un génocide. Hein? C'est pas que c'est les autres le monde. Non, l'Espagne a été là pour voler, a fait un génocide. Ça, c'est pas vrai. C'est vraiment une chose qui ne correspond pas à la vérité historique. Alors, qui est à l'origine de cette légende noire et comment s'est-elle diffusée? Bon, vous savez qu'à l'origine de la légende noire, c'était mes parents en Italie. Je suis fils d'Italien. L'Italie était jalouse de l'Espagne. Mais l'endroit où la légende noire devient vraiment une politique de guerre, une propagande de guerre, c'était dans l'Allemagne protestante et dans la Hollande calviniste. Pourquoi? Parce que les protestants ne pardonnent pas à l'Espagne d'avoir amené, d'apporter la foi catholique aux Amériques. Si l'Espagne, et on ne pardonne pas à l'Espagne d'avoir apporté le catholicisme, si l'Espagne était devenue protestante, il n'y aura eu pas de la Légion noire. C'est ça les choses qu'on ne dit pas. Hein? Si l'Espagne s'était fait protestant, bon, la Légion noire n'existait pas maintenant. On n'était pas en train de bavarder sur ce type de choses sur la chaîne française. Alors, pouvez-vous nous rappeler, vous l'avez évoqué un peu, ce qu'a été le rôle de l'Espagne, en particulier en Amérique latine et aux Antilles? Bon, les choses qu'on ne dit pas, c'est qu'avant l'arrivée de l'Espagne, l'Amérique latine, c'était un enfer. C'est ça les choses qu'on ne dit pas. C'est un enfer où régnait le cannibalisme, où régnait l'anthropophagie, où régnait les prostitutions. Quand Cortés arrive au Mexique, le Mexique n'existe pas. Qu'est-ce qu'il existe? Il existe un peuple qui a opprimé les autres peuples. Ce peuple était le peuple aztèque. Et qu'est-ce qu'il demandait à le peuple qu'il opprimait? Est-ce qu'il demandait des matières primes? Non. Il demandait des hommes, des personnes pour les manger. C'est ça les choses qu'on ne dit pas, parce que ça interdit politiquement. Et que l'impérialisme aztèque est un impérialisme qui mangeait les autres peuples. Hein? Et en réalité, si on voit ce qui est arrivé, et on voit que c'était un impérialisme qui mangeait des autres peuples, 20 000 personnes par an ont mangé les aztèques selon l'historien américain Wilson Presque, 20 000. Mais il dit aussi, il dit en passant, il dit aussi, je ne dis pas que les chiffres de 150 000, c'était faux. Mais si on connaît ça, on sait que l'Espagne n'a pas conquis l'Amérique. L'Espagne a libéré l'Amérique. L'a libéré des choses plus atroces, plus effrayants qu'a connu l'histoire de l'humanité, que c'est l'impérialisme cannibale des Aztèques. Alors, quand vous traitez de cette partie dans votre livre, vous nous donnez d'ailleurs des recettes
de plats aztèques à base de chair humaine. Voilà, il faut de préférence de la chair d'enfant ou de femme parce qu'il paraît que c'est meilleur. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui joue un rôle important dans le développement de la légende noire, c'est le dominicain Las Casas. Pouvez-vous nous en parler un peu? Bon, Las Casas, c'était les grands menteurs de l'histoire, hein? Et on n'a aucun doute de ça, les grands menteurs de l'histoire. Vous savez que les grands frères qui a fait des catholiques, qui vraiment aimaient les Indiens, c'est Motolinia. Motolinia, le pauvre, hein, les Motolinia, les criaient, les Indiens, Motolinia, parce qu'il aidait les Indiens. Il parlait la langue des Indiens. Et Motolinia, hein, que c'était un franciscain, les cris au roi de l'Espagne, Carlos Ier, cet homme, c'est Las Casas, c'est pas un vrai clair, c'est pas un vrai clair. Il ne fait pas de messe, il ne fait pas de baptême. Qu'est-ce qu'il fait? Rien. Il ne parle la langue des Indiens. Il seulement fait de la propagande politique. C'était le grand menteur de l'histoire. Je l'écris en plus de détails dans mon livre. C'est tout chose qu'on peut facilement mettre sur un livre. C'était les preuves partout de que c'était le grand menteur de l'histoire. Même quand il ne fait pas nécessaire. Il affirmait, il dit, il y a des rivières qui n'existent pas, par exemple. C'était vraiment un fou. Alors, votre ouvrage s'intitule « Ceux qui devraient demander pardon ». Il y a donc deux parties. Vous prenez la défense de la colonisation espagnole et catholique, en particulier en Amérique latine. Et puis, il y a aussi des chapitres très intéressants sur la réalité des colonisations anglo-saxonnes, la colonisation de l'Amérique par les puritains, les Anglais, et puis aussi la colonisation de l'Indonésie, en particulier par les Hollandais. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Mais oui, c'est les choses plus intéressantes que vous demandez, parce que la politique de l'Espagne, malgré tous les choses mauvais qu'on a fait, malgré tout, c'était le métissage. Hein, le métissage de la langue, le métissage de la sang. La politique de l'Angleterre dans l'Amérique du Nord, c'était que la meilleure politique, c'était l'Indien mort. On a assassiné, on a massacré à toute la population indienne de l'Amérique du Nord. Si on voit maintenant, moi et vous, et on veut boire un verre de vin à Georgetown, on ne va pas voir une personne qui était la mélange d'Indien, Iroquois et Anglais ou anglo-saxon. Ça n'existe pas. S'il existe une personne qui est métisse, c'était des Espagnols avec des Indiens qui viennent de l'Amérique du Sud, qui étaient dans l'Amérique du Sud. La politique de l'Angleterre, c'était que les meilleurs Indiens étaient les Indiens morts. Et les mêmes choses a fait l'Angleterre en Australie. Les mêmes choses a fait l'Angleterre en Tasmanie. Et si on parle de l'Hollande, non? Les choses qu'a fait l'Hollande en Indonésie, c'était une chose affreuse. On n'a laissé pas une école, on n'a laissé pas un hôpital, on n'a laissé pas une université, un langue, un mot, rien, seulement d'exploitation. Ne le dis pas ça, Marcelo Gullo, qui peut être qualifié de catholique. Non. Le dit Marx, ça. Le dit Marx. L'Hollande, on n'a laissé rien en Indonésie. On n'a fait rien seulement. On a exploité, on a exprimé l'Indonésie sans jamais faire rien là-bas. Et je crois vous l'explicitez très bien dans votre livre. Dans les pays anglo-saxons, en fait, la colonisation est prise en main par des compagnies commerciales qui, en fait, ne s'intéressent qu'aux rapports économiques que peuvent fournir pour elles les colonies. Alors que la colonisation espagnole est une colonisation menée par l'État avec d'autres préoccupations que des préoccupations purement économiques. Je vous remercie. Donc je renvoie nos téléspectateurs vraiment à ce livre qui m'a passionné. Le plan est très clair, c'est bien écrit, c'est très documenté. Ceux qui devraient demander pardon, la légende noire espagnole et l'hégémonie anglo-saxonne aux éditions de l'Artilleur. Merci beaucoup, cher monsieur. Merci beaucoup à vous. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur.
Vous êtes donc secrétaire général de l'Association des écrivains catholiques, Tout à dont fait. la vente de livres a eu lieu le 7 décembre dernier. Alors, pouvez-vous nous dire en quoi consiste cette association, quand est-ce qu'elle a été fondée et quelle est sa finalité? Alors, c'est une association très ancienne qui date de 1886 et elle regroupe environ 450 adhérents et qui ont tous en commun une bonne chose, c'est d'être catholiques. Après, ils peuvent être historiens, philosophes, romanciers, auteurs de bandes dessinées, de livres pour la jeunesse, peu importe. Mais enfin, donc, cette association regroupe tous ces auteurs qui viennent d'horizons très variés. Et la finalité, finalement, c'est de garder la cohérence entre nos écrits et nos croyances. Et puis d'agir éventuellement tous ensemble d'un seul élan pour certaines questions, par exemple la défense de la famille, le droit de mourir, qui est quand même assez contestable dans ce qu'on nous réserve. Alors, y a-t-il des écrivains qui ont particulièrement marqué l'association? Je pense par exemple à certaines personnalités qui auraient pu en assurer la présidence. Y a-t-il eu de grands noms qui ont honoré cette association? Oui, tout à fait. Déjà, dès le départ, c'est le vicomte de Marolles qui a fondé l'association. Et c'était un mouvement qui remettait des cercles d'ouvriers en route après la Révolution qui les avait supprimés. Et c'était à une époque où d'industrialisation grandissante, et pour cette raison, il y avait malheureusement beaucoup de misère, et en particulier, les ouvriers n'étaient plus défendus. Donc les corporations, c'était bien qu'elles se reconstituent, et une des premières a été le cercle des publicistes chrétiens, c'est-à-dire qui comprenaient autant des journalistes que d'auteurs de livres. C'était autant la presse que le livre. Et puis, progressivement, ça s'est scindé en deux, et c'est devenu le syndicat des écrivains catholiques, et après l'association des écrivains catholiques. Nous avons été présidés par des personnes très éminentes, oui, en particulier par René Bazin, qui a laissé un très bon souvenir dans l'association au début, qui s'en est occupé. Puis après, c'est avec lui que l'association s'est scindée entre les journalistes et les autres publicistes. Et puis, on a travaillé beaucoup avec l'Académie française. On a eu beaucoup d'académiciens, à l'image de René Bazin, après, qui se sont occupés de nous. Alors, on avait eu Georges Goyot. Et puis après, on a eu également des membres éminents. Déjà, pour commencer, Paul Claudel, qui n'a pas été président, mais qui a fait partie de l'association. Alors, à ses tout débuts, puisqu'il a été converti en 1886, justement. Et puis, on a eu Daniel Rops, on a eu François Mauriac, on a eu beaucoup d'académiciens, Jacques de Bourbon-Busset, on a eu Michel de Saint-Pierre, on a eu... je ne sais plus. Alors j'ai dû connaître dans le temps, il a dû être président, c'était Daniel Raffard de Brienne. Ah, tout à fait. Alors il a été après Isabelle Moural. Il y a eu Maurice Schumann qui, quand il nous a laissé juste avant sa mort, le pauvre, et en 97, c'est Isabelle Moural qui a repris. Et après, ça a été Daniel Raffard de Brienne, qui n'est pas resté très longtemps. Et depuis 2008, c'est Claude Polo. C'était Claude Polo parce qu'en juin dernier, il a changé et maintenant, c'est Jean-Marc Bastière, notre président. Alors, quelles sont les activités de l'association? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous organisez classiquement sur une année?
Alors, nous organisons différentes occasions qui nous donnent toujours l'occasion de nous retrouver entre nous et c'est très sympathique. Alors, annuellement, on fait ce salon du livre, comme on vient de le voir, là, début décembre, un salon à la mairie du 6e. Ce salon était au départ à l'hôtel Continental. C'était un événement qui était même très mondain. Et il y avait le cardinal Roncalli, le monseigneur Roncalli, je ne sais pas s'il était cardinal, qui est devenu Jean XXIII, par exemple. Il y avait, enfin, du temps de monseigneur Feltin, etc. Il y avait beaucoup de monde, jusqu'à 5000 personnes. Enfin, c'était un salon très, très fréquenté. Et puis ça, c'était dans les années 50, enfin 50-60. Et puis, alors, il y a ce salon annuel. Il y a aussi le Grand Prix catholique de littérature qui est délivré chaque année au printemps. Et là, c'est Daniel Rops qui lui a donné son nom d'ailleurs. Et c'est un prix qui existe depuis 1946 et qui récompense chaque année, enfin bon, il y a eu quelques petites années d'interruption, mais il a lieu donc chaque année maintenant au printemps à la mairie du 6e. Et là, par exemple, vient d'être récompensé Rémi Brague de l'Institut, et puis Pierre Manant l'année dernière. Enfin, il y a toujours des récompenses d'auteurs qui ne sont pas forcément des auteurs très, très connus, mais qui sont évidemment très méritants. Et puis là, Rémi Brague et Pierre Manant, c'est pas n'importe qui, intellectuellement. C'est à cette image, exactement. C'est du très bon niveau. Voilà. Donc, le Salon du Livre, le prix catholique, d'autres choses? Oui, des conférences dans l'année. Alors, il y a 4 conférences, une en novembre, une en octobre, une en novembre, une en janvier et la 4e en mars. Et puis une petite 5e qui a lieu lors du salon aussi, d'une conférence, alors là, qui est d'une demi-heure. Là, c'était Rémi Brague. Et c'était Rémi Brague, justement. Et donc, lors de ces conférences, on se réunit, en fait, d'abord, c'est au couvent de la Visitation dans le 14e, avenue d'Enfer Rochereau. Et là, on se réunit d'abord pour une messe à 10h30, dite par notre aumônier, qui est le père Bertrand Bousquet, qui est vicaire à Saint-Honoré-des-Laux. Et puis, ensuite, il y a la conférence à 11h, dont l'entrée est libre, et c'est une conférence qui est faite par un de nos adhérents. Et là, donc, en novembre dernier, vous aviez qui? La dernière était sur Fénelon, c'était fait par un jeune bibliothécaire de Boulogne qui s'appelle Patrick Métrope. Voilà. Et la prochaine conférence sera faite par le professeur René Cochard sur la défense voilà, qui est venu à cette émission avec mon ami bien. Guillaume de Thieulois plusieurs fois. Oui, tout à fait. Voilà. Souhaitez-vous rajouter quelque chose? Et puis, après ces conférences, on a un déjeuner entre amis. Et c'est toujours très, très amical parce qu'on a tous, par définition, des métiers qui évoluent, qui changent beaucoup, des livres publiés, d'autres qui vont l'être. Et donc, les discussions sont extrêmement intéressantes. Eh bien, tant mieux. Voilà. Merci beaucoup, chère madame, de cette présentation. Donc, cette émission s'achève. La semaine prochaine, c'est mon ami Guillaume de Thieulois qui vous accueillera. D'ici là, je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël. Que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous. Merci, madame. Merci, monsieur.